Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Nouveau remaniement gouvernemental au Gabon. Il intervient moins d'un mois après celui effectué début novembre. Julien Ngokébé-Kalé reste à la primature, mais plusieurs de ses collaborateurs cités dans des affaires de détournement de fonds sont évincés du nouveau gouvernement. Marché du travail, c'est secteurs qui vont le plus recruter. En Côte d'Ivoire, celui des transports pourrait largement être l'un des plus pourvoyeurs d'offres de recrutement. Les Kenyans Timothy Cheruiyot et Elijah Manongwa, quand deux champions du monde s'entraînent ensemble, ces rois du 1500 mètres, nous partagent les clés de leur succès à la fin de ce journal. Mais tout d'abord, ce nouveau drame qui frappe le Mali où 2 soldats ont été tués lundi. L'armée fait également état de 7 autres blessés par un engin explosif improvisé dans le centre du pays, non loin de la frontière du Burkina Faso. L'explosion s'est produite en plein milieu de journée à Diougani, dans la région de Mopti. Depuis le mois de novembre, au moins 4 militaires maliens, 2 soldats burkinabés et 1 soldat français ont été tués par des mines artisanales. Au Gabon, un remaniement ministériel a été opéré ce lundi sur décision du président Ali Bongo Ondimba. Il intervient dans un contexte d'une vaste opération de lutte anticorruption. La nouvelle équipe est composée de 31 membres, équipe dans laquelle ne figure plus l'ex-directeur de cabinet du président, Brice Lacruche-Alianga, qui a été interpellé ce mardi 2 décembre. Corinne Kamsefem. Le dernier gouvernement gabonais n'aura tenu que 25 jours. Le 2 décembre, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a procédé à un remaniement de l'équipe gouvernementale. Si le Premier ministre Julien Ngokébé-Kalé maintient son poste, plusieurs de ses collaborateurs cités dans les affaires de malversation financière ont été limogés. Il s'agit entre autres de Brice Lacruche-Alianga, ancien directeur de cabinet du président et désormais ex-ministre en charge de la stratégie du développement humain, Noël Mumba qui détenait le portefeuille du pétrole et des hydrocarbures, ou encore Ondomba qui était lui en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques. En un an, on ne peut pas changer 7 fois le gouvernement. C'est pas possible. Et celui qui arrive prétend toujours parler au nom du chef de l'État. Nous avons depuis hier donc un remaniement où certains ministres sont partis, ce qui est insuffisant vu l'ampleur du désastre financier parce qu'il s'agit des milliers de milliards qui ont été détournés. Le dit remaniement intervient quelques jours après le lancement d'une vaste campagne anticorruption baptisée Scorpion. Les opérations de police au sein de la haute administration ont abouti à plusieurs interpellations de hauts fonctionnaires, notamment Brice Lacruche-Alianga et Noël Mumba ce 3 décembre. Ceux-ci ont souvent été cités dans des affaires de détournement de fonds publics. Nous, en tant que travailleurs, nous sommes choqués à cause des sommes détournées. Quand on nous impose des mesures d'austérité, que le pays va mal économiquement, or là nous avons la preuve que le problème du Gabon, c'est un problème de gouvernance, ce n'est pas un problème d'argent. Et que nous, les travailleurs, nous n'allons pas continuer à être les marchepieds de ces détourneurs. Alors que certains considèrent l'opération Scorpion comme un règlement de compte, le Premier ministre précise qu'elle répond surtout aux attentes des populations gabonaises qui aspirent à de meilleures conditions de vie garanties par une administration intègre et efficace. Au Cameroun, la question de la tenue des élections législatives et municipales de 2020 est au cœur des débats. Scrutin que certains partis, à l'instar du MRC, de l'opposant Maurice Kamto, comptent boycotter. Le SDF va également dans ce sens. Ces formations de l'opposition conditionnent leur participation à la fin de la crise dans les régions anglophones. Le contexte ne favorise pas la bonne tenue des élections, considère l'opposition. Dans une conférence de presse ce lundi, le gouvernement a réitéré que ces élections se tiendront comme prévu le 9 février 2020. Dans l'actualité également, la conférence des partenaires au développement des Comores qui s'est poursuivie ce mardi à Paris en présence du président Azali Assoumani, le chef de l'État comorien qui ambitionne de faire passer son pays au statut de pays émergent d'ici à 2030. Cette rencontre est soutenue notamment par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le Programme des Nations unies pour le développement. Selon les autorités gouvernementales, l'objectif des 4,2 milliards d'euros aurait d'ores et déjà été atteint. Le Maroc, l'un des partenaires, des accords ont été conclus comme celui avec la Commission diplomatie économique du patronat marocain, une convention de coopération qui concerne les secteurs privés.
Les exportations de gaz naturel africain, un secteur plus que prometteur. Les gigantesques découvertes au cours des dernières années au Mozambique, au Sénégal et dans d'autres pays du continent. Et bien avec toutes ces découvertes, l'Afrique pourrait être en mesure de combler d'ici à 2025 jusqu'à 20% des besoins mondiaux. Les précisions d'Ange Bijou Nomenio. L'exploitation de gaz naturel a de beaux jours en perspective sur le continent africain. Selon le cabinet d'analyse à Cap Énergie, l'Afrique pourrait fournir jusqu'à 20% des besoins mondiaux d'ici 2025, grâce notamment aux investissements réalisés dans le secteur. Les récentes découvertes ont révélé près de 200 trillions cubic feet de réserves de gaz, soit suffisamment pour fournir les 2/3 de la demande mondiale. Une chose est d'avoir cette appréciation de la communauté internationale, mais une autre est que le pays soit suffisamment fort, suffisamment souverain, suffisamment organisé pour tirer effectivement bénéfice de cette exploitation. Parce que, encore une fois, ce ne sont pas des compagnies nationales qui exploitent ces grandes réserves, mais des compagnies des multinationales étrangères qui sont souvent plus puissantes que les États africains. Si en 2018, l'Afrique subsaharienne fournissait 10% de la production globale de gaz naturel liquéfié, des études prévoient qu'en 2025, cette capacité de production africaine aura augmenté de 150%. Une telle croissance sera conditionnée à l'investissement de plus de 75 milliards de dollars, dont les 2/3 doivent être injectés au Mozambique. Il faudrait que les États africains soient suffisamment organisés en interne pour que l'exploitation du gaz soit suivant le modèle win-win, que tout le monde se retrouve, que les pays et les États tirent bénéfice. Le gaz africain suscite de nouveau l'intérêt de grands investisseurs internationaux. Les principaux investissements se concentrent sur la côte est du continent en raison de la proximité des zones de production avec les grands marchés d'importation asiatiques. En Côte d'Ivoire, le chômage des jeunes ne cesse de prendre de l'ampleur. Chaque année, des centaines de milliers arrivent sur le marché du travail. De nombreux secteurs comme celui des transports est perçu comme présentant un gros potentiel en termes de recrutement. Reportage entre correspondants en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Le secteur des transports est un bassin d'emploi pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Selon les spécialistes, l'organisation du transport terrestre et maritime permettra d'absorber une bonne partie des 400 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Le segment de transport de passagers pour les liaisons interurbaines en particulier est prometteur pour les demandeurs d'emploi, même sans grande qualification. On a besoin aussi souvent des bras valides. Tu peux avoir niveau CM2, niveau 6e, tu peux charger des bagages. Tu peux avoir niveau 3e, tu peux être un contrôleur. Tu peux avoir un bac, être responsable de gare. Tu peux avoir un bac plus 5, intégrer l'audit ou être responsable de gare. Le gouvernement ivoirien a libéralisé le transport lagunaire dans le district d'Abidjan. Le développement de ce mode de transport est facteur de création d'emplois dans le domaine de la navigation maritime et côtière par les 3 entreprises qui se disputent le marché. Aujourd'hui, nous employons des matelots, des pilotes, de manière directe, mais aussi au niveau de l'administration, nous avons pratiquement tous les corps de métier qu'on peut retrouver dans une administration classique au niveau des entreprises. Outre les matelots et les pilotes, nous avons aussi des mécaniciens et des ingénieurs dans le domaine de la maintenance navale. En rappel, le secteur des transports représente plus de 7% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Il emploie des dizaines de milliers de personnes dans les emplois formels. Plus de 2000 milliards de francs CFA ont été investis ces dernières années dans les infrastructures routières pour le développement des transports en Côte d'Ivoire. Comme une grande partie de l'Afrique australe, le Karoo, vaste région proche du Cap, est toujours en proie à la sécheresse. Les précipitations y sont inférieures à plus de 70% de la moyenne. Une sécheresse record qui écrase les plaines du centre-ouest sud-africain. Corinne Kamdem. Des images bouleversantes d'animaux morts et de terres fissurées montrent l'impact d'une sécheresse qui dure depuis 4 ans dans la région de Karoo, en Afrique du Sud. Les habitants de la plus ancienne ville coloniale du pays, Graaff-Reinet, traversent la pire période de sécheresse qu'a connue la région de Karoo depuis plus d'1 siècle. Dans le Karoo d'Afrique du Sud, et je suppose dans toutes les régions semi-désertiques du monde, Dieu fournit de l'eau potable et la conserve de 2 manières. L'une est dans les nuages et l'autre sous terre. Si nous ne pouvons pas localiser ces zones sur terre, nous ne saurons jamais où creuser pour trouver l'eau. Les données de l'Administration nationale américaine des océans et de l'atmosphère indiquent que Karoo a été confronté
à un été anormalement chaud avec des précipitations inférieures de 75% à la moyenne. Selon les Nations Unies, à cause de la sécheresse, 45 millions de personnes sont confrontées à la faim en Afrique du Sud. Cela a eu un impact terrible sur nous et comme vous pouvez le constater, le bétail et notamment les chèvres angora meurent. Les conséquences du réchauffement climatique sont plus que palpables. L'organisation caritative sud-africaine Gift of the Givers achemine de l'eau par camion vers les cantons et réalise des forages. Cependant, les eaux souterraines sont limitées et les habitants déjà en difficulté ont été instamment priés de réduire au maximum leur consommation d'eau. Le cinéma rwandais est en pleine ébullition avec des productions qui connaissent un véritable tournant, une industrie qui se développe grâce à une nouvelle génération d'acteurs mais aussi de réalisateurs dont les productions ont été présentées dans le cadre du Festival européen du film. Voyez ce reportage entre correspondants au Rwanda, Fraterne Ndaka Isienga. Le Festival européen de films au Rwanda s'est clôturé ce 1er décembre 2019. Au total, 12 films ont été projetés dans toutes les provinces du pays des 1000 collines et à Kigali, la capitale. Ici, nous sommes à Rubavu, au nord-ouest du Rwanda. Pendant plus d'une semaine, les cinéphiles rwandais et surtout les étudiants en vacances ont pu apprécier différentes catégories de films, notamment les drames familiaux, les comédies et les fictions. Il s'agit de promouvoir la diplomatie culturelle. Nous, on considère la culture, l'art et la créativité comme un pilier de notre partenariat et comme un instrument de dialogue. Au Rwanda notamment, nous on pense que l'industrie créative a un potentiel intéressant. 2 films coproduits avec des cinéastes rwandais comme Ityasha de Clémentine et Dusabe Jambo et Birds Are Singing in Kigali, dans lequel la cinéaste Eliane Muhire a joué, étaient parmi les films qui ont été projetés pendant le festival. Pour des amateurs rwandais du 7e art, ce festival a été une occasion de découvrir et de s'inspirer de la beauté des histoires africaines. J'ai aimé le côté éducatif de tous les films qu'on nous a montrés. Des histoires surtout africaines auxquelles on s'identifie facilement. J'ai aimé celui qui parle de la vie d'un jeune Africain qui part développer son talent de footballeur en Espagne. Je le trouve très proche de notre réalité en tant que jeune Africain et surtout il est plein de leçons de la vie pour un jeune qui veut réaliser ses rêves. Le gouvernement rwandais, avec ses partenaires comme l'Union européenne, s'investit de plus en plus dans le secteur de production audiovisuelle comme un élément clé du développement économique, de la promotion culturelle et de création d'emplois surtout pour les jeunes. Un fonds d'investissement d'une valeur de 30 millions de dollars vient même d'être créé pour soutenir ce secteur. Timothy Cheruiyot, l'espoir olympique, le Kenyan qui a remporté en octobre le 1500 mètres au championnat du monde d'athlétisme de Doha. Aujourd'hui, il est épousé par son compatriote Elijah Manangwa, 26 ans, qui fut également le champion du monde au 1500 mètres jusqu'à ce que Cheruiyot remporte le titre cette année. Aïssatou Diamanka Besland. Timothy Cheruiyot, 24 ans, athlète kenyan, fonce vers le sprint. Spécialiste des courses de demi-fond, champion du monde du 1500 mètres en octobre 2019 à Doha, sélectionné pour les championnats du monde 2017 à Londres, Timothy Cheruiyot devient vice-champion du monde avec la médaille d'argent, devancé par son compatriote Elijah Manangwa qui a raflé l'or à la première place. Aujourd'hui, il s'entraîne avec son coéquipier en moment de répit sportif pour penser aux prochaines compétitions. Je prie pour entrer dans la prochaine équipe. Mon objectif, c'est les Jeux Olympiques. J'ai repris l'entraînement, je dois maintenant travailler dur pour mon but. Souvenir amer en 2014, lors des championnats du monde des moins de 20 ans au Kenya, Timothy Cheruiyot s'est vu classé à la 3e place, passant à côté de son rêve de finir premier sur le podium. Bernard Roumain entraîne ce couple d'athlètes hors normes depuis des mois. Ils aiment leur rivalité fraternelle, louant la vitesse d'Elijah Manangwa, l'endurance de Timothy Cheruiyot et leur volonté de se surpasser.
Voici un athlète très fort avec un style de course robuste qui est arrivé à la 3e place d'un championnat non cadré, non coordonné. C'est grandiose. Alors quand j'ai vu son endurance et aussi la déception sur son visage après avoir couru 1 minute 45 secondes et 91 centièmes sans entraînement adéquat, sans technique appropriée, c'est là où l'intérêt de m'occuper de ces entraînements m'est venu. Timothy Cheruiyot a remporté le trophée de la Diamond League pour la 3e fois consécutive au championnat du monde des 1500 mètres à Doha en octobre. Il termine en 3 minutes 29-26 secondes, soit plus de 2 secondes d'avance sur l'Algérien Taoufik Marlouf. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.